Madame, Monsieur, bonsoir. Des dizaines d'habitations détruites, des routes coupées, des inondations, un réseau électrique très sérieusement endommagé. Ce soir, la situation sur la Martinique reste encore très chaotique. Il est en particulier très difficile de joindre les téléphones fixes ou les portables. Nous sommes sortis du stade de l'alerte cyclonique vers 10 h ce matin, depuis les services de secours, et la population elle-même s'active pour accélérer le retour à la normale. Partout en Martinique, entre voisins, on déblaye, on évacue, on porte secours aussi. En préfecture, la cellule de crise est toujours réunie. Nous devrions essayer de joindre au téléphone Monsieur Laurent Bigot, c'est le directeur de cabinet du préfet. Monsieur Bigot, est-ce que vous êtes en ligne? Je ne sais pas si on l'entend. Monsieur Bigot n'est pas là, donc on va le rejoindre dans un moment. Vous voyez, on a des difficultés de communication de toute façon. On essaiera de faire le point avec la préfecture pour essayer d'avoir une petite vue d'ensemble de la situation dans le pays. Nos équipes ont passé la journée à sillonner la Martinique pour tenter d'évaluer la situation, et ce n'est pas toujours facile compte tenu de l'état des routes. D'ores et déjà, vous le savez, c'est le sud qui semble le plus touché. Le Vauclin en particulier a été durement éprouvé. À la montagne du Vauclin, des habitations sont totalement détruites. Édouard Estripeau, Christian-Auguste Charlery. Ce cyclone Dean va rester gravé dans la mémoire des habitants de la montagne du Vauclin. 3 emportés, câbles électriques jonchant le sol, arbres arrachés et des gens qui ont tout perdu. Plusieurs résidents de ce quartier La Ferme ont été victimes de cet ouragan de force 2 et singulièrement sur Prix-les-Monts, dont la maison n'est plus qu'une ruine. Dans son malheur, sa seule chance est de n'avoir pas perdu sa voiture. Les voisins compatissants soutiennent autant qu'ils le peuvent sur Prix-les-Monts, mais il ne sait toujours pas comment il pourra s'en sortir après une telle catastrophe. Sa nuit a été un vrai cauchemar. Là, moi, tant de bouillard, moi, c'est porte comme l'autre pièce là. Là, moi, regardez, moi, que tout là, a échappé. En tout cas, moi, je la bouille là. Et puis là, moi, je ne pas fouler comme moi. Moi, dis que c'est un fait. Moi, parti, moi, aller table là. On collé un cambrissé là. Et moi, je mettais chaise qu'on a là, chose et puis ces choses à tout autour. Et puis, moi, je travaille. Et puis, tout l'événement, moi, passé tout l'événement. Un peu plus loin, c'est le domicile de Steve Théotiste. Le premier étage de sa maison et tout ce qu'elle contenait ne sont plus récupérables. Coup d'autant plus dur pour ce jeune chef de famille de 30 ans, c'est que son habitation n'a que 5 ans. Il a quand même pu se réfugier dans une petite pièce au rez-de-chaussée, le seul endroit sécurisé de la maison. C'est un galère parce que le mot 3 a commencé à voler, m'a dit bon ben je vais essayer de tirer des planches. Il a dit c'est aller mais nous moi qui fait ça fait. Dans le centre-bourg du Vauclin, même paysage de désolation. Sur le front de mer, il s'en est fallu de peu qu'un conteneur poussé par la mer n'endommage sérieusement cette maison. Ici, c'est le sable et l'eau que tentent d'évacuer les habitants de cette demeure. Au port de pêche, scène impressionnante d'une barque déposée par la mer sur le quai. Ici aussi, les dégâts et les pertes seront importants. Je vais monter, tout ça, boussole, tout ça, c'est coffre, c'est boîte d'outils, tout fusil, tout ça. La porte coffre arraché, tout ça. Surtout la veille, on était bien marré bateau, on a fait tout ça que j'ai fait. Les anciens que nous avons rencontrés avaient comme référence le cyclone Edith du début des années 60. Il avait, comme Dean, causé de nombreux dégâts. Toujours au sud, Sainte-Luce fait également partie des communes les plus touchées. Beaucoup de dégâts matériels et un bourg que l'on peine à reconnaître. Franck Zozor, François Marlin. Voilà à quoi ressemblait cet après-midi le bourg de Sainte-Luce. Et contrairement aux apparences, la mer est en train de se retirer. Toute la nuit, elle a transformé ses rues en un champ de bataille, faisant valser les yoles et inondant par là même les maisons. Sainte-Luce qui a en partie perdu le toit de son église, Sainte-Luce, où une 50aine de familles est sinistrée. Les toits de leurs maisons se sont envolés au petit matin. La solidarité fonctionne pleinement dans cette commune. Ces personnes ont été relogées chez des parents ou par les services municipaux. Mais pour ce soir, les Lucéens redoutaient encore une nouvelle houle causée par le passage de Dean en mer des Caraïbes. Et si vous pouvez voir ce journal, vous êtes parmi les rares privilégiés, car partout le réseau électrique a beaucoup souffert. 120 000 foyers sont privés de courant, une situation que n'avait pas connue la Martinique depuis une trentaine d'années. Pour revenir à la normale, il faudra plusieurs jours. Delphine Bess, Franck Edmond Mariette. Dès 11 h ce matin et la fin du confinement, ils sont une 60aine à parcourir méthodiquement tous les chemins viabilisés de Martinique.
Sur le réseau basse et moyenne tension, les dégâts sont majeurs et omniprésents. L'heure n'est pas encore aux réparations. Aujourd'hui, nous sommes tout simplement en train de recenser les dégâts et voir ce qu'on peut réalimenter le plus rapidement possible. Voilà. C'est tout ce qu'on peut faire là pour le moment. Donc on fait un travail de recensement, voir les lignes qui sont par terre et les lignes qui peuvent être réalimentées. Le réseau est un enchevêtrement complexe de câbles encore intacts et de lignes totalement hors service. Pour l'instant, les hommes de terrain font le tri pour isoler totalement les zones à problème de l'ensemble du réseau. Et cela se fait dans les transformateurs. Là, il s'agit de consigner et de contaminer une partie de la ligne, de telle sorte que la portion qui est endommagée ne reçoive pas l'alimentation quand on va rétablir le courant, simplement. Donc les parties qui sont pour l'instant hors d'usage ne seront pas réalimentées. Et puis on va s'occuper de faire les réparations afin que les clients soient réalimentés normalement. Le passage de l'ouragan a privé les 2/3 des foyers d'électricité. Et ce travail préliminaire prendra encore beaucoup de temps. Et vous allez continuer à la nuit ? Très certainement, enfin, ça dépend des conditions. Mais si on peut travailler ce soir, oui, de manière à essayer de rétablir le plus de personnes que possible. Le diagnostic ne sera pas achevé avant demain, alors seulement seront déterminées les priorités en termes de réparation. Déjà, une 50aine de renforts de métropole et Guyane sont attendus demain. Attendu également du matériel de remplacement, car nos stocks de secours sont largement insuffisants. Le retour à la normale demandera certainement de nombreux jours, mais il y a tout de même des nouvelles positives. Et au niveau de la production, les agents se sont activés naturellement cette nuit pendant le passage du cyclone et ce matin. On a suffisamment de production disponible, on a largement assez de groupes de production donc pour produire l'électricité. Le gros problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas le réseau pour amener cette électricité chez les clients. Logiquement, c'est sur les lignes haute tension que les travaux ont déjà débuté aujourd'hui. Le reste sera affaire de patience. Pour vous renseigner ou signaler une urgence, EDF met à disposition un numéro vert, le 810 333 97 2, à condition bien sûr d'avoir accès au réseau téléphonique, et c'est encore une toute autre affaire. Je vous le disais en ouverture, depuis la fin de l'alerte, la population n'a pas perdu de temps pour déblayer les routes, venir en aide aux voisins ou à la famille. Dans les quartiers, la solidarité s'est organisée. Spontanément, la tradition martiniquaise du coup de main n'a pas failli. Yannick Dulio, Guillaume Fraissinet. Quartier Bonne-Calbasse, aux alentours de 6 h ce matin, une rafale arrache le toit de cette demeure. Après l'angoisse causée par la perte de son mobilier, une heureuse surprise va réconforter cet homme. Les mots tout venu que tu m'as tellement gourmand, m'a pleuré quoi. De joie, en même temps, à manière mais parce que j'étais soulagé parce que regardez moi j'étais tout seul, madame moi c'est tu m'as a pleuré, ou quoi crier moi, m'étais obligé de faire ça tout seul. Et là les regardez mon dizaine d'hommes arrivés puis tout mettait quoi dans travail. Amis, beaux-frères et voisins se passent le mot, comme un seul homme, tous se mobilisent pour aider. Nous faisons un système D avec des cordes, 4x4, on a remis les 3 en place. Et ce qui nous manquait, on a trouvé de l'autre côté de la rocade. Et c'est de là on s'est débrouillé à faire ce qu'il y a avec. Et là, il nous manquait des tôles, on a pu se débrouiller aussi avec tout ce qu'on avait. Et les pointes, on a essayé de redresser pour mettre tout ça en ordre avant la tombée de la nuit. Dans ce climat de désolation qui plane sur notre île, un rayon de soleil est tout de même apparu. On l'appelle coup de main. Dean s'éloigne désormais de l'autre côté de l'arc antillais. Il se renforce encore. Il est devenu un ouragan de classe 3 et menace désormais Haïti et la Jamaïque. Chez nous, si Dean ne constitue plus une menace directe, il faut désormais surveiller le risque d'inondation. Dans la plaine du Lamentin, la rivière a débordé, inondant la route nationale. Vous avez vu les images à 13 h. Voici de nouvelles images tournées aux alentours de 17 h cette fois. Vous le voyez, situation identique. Impossible de traverser cette route nationale sans risque. Voici d'autres images au Lamentin, des images tournées par Michel Joseph. La plaine du Lamentin totalement inondée. Nous allons essayer maintenant de rejoindre par téléphone le centre météo du Lamentin pour savoir à quoi nous attendre cette nuit. Jean-Noël Degrasse, est-ce que vous êtes là? Jean-Noël Degrasse qui devrait être en direct avec nous au centre météo du Lamentin. Est-ce que vous êtes là?
C'est pas Jean-Noël Degrasse, c'est Dominique Fauconnier, prévisionniste. Dominique Fauconnier. Oui, Jean-Noël Degrasse, après 36 heures de veille, je pense est parti dormir. Il est allé un petit peu se Très bien. reposer, oui. Alors, vous nous excusez puisqu'on voit son image à l'antenne, voilà, on la voit plus. Donc, Monsieur Fauconnier, Oui. première question, donc on a eu encore des pluies cet après-midi, encore jusqu'à assez tard. Est-ce que la situation s'est améliorée d'abord au niveau de la RN5, on vient de voir les inondations, est-ce qu'elle s'améliore au niveau des pluies ce soir ? Alors au niveau des routes, je vous donnerai pas l'état des routes parce que nous on vous donnera les informations météo. Par contre, au point de vue pluie, on a eu effectivement une bande pluvieuse qui a donné encore pas mal de précipitations sur la Martinique. Cette bande est en train de s'éloigner en Caraïbes. Par contre, derrière, on va encore avoir arrivant par le sud, encore des bandes pluvieuses qui vont donner encore quelques précipitations durant cette nuit. Est-ce que demain, il faut s'attendre, on peut espérer un retour du soleil pour sécher un peu cette terre? Retour du soleil, c'est beaucoup dire. Par contre, c'est vrai qu'avec l'éloignement de Dean en Caraïbes, on va être moins sous son influence et progressivement, on va avoir moins de précipitations, peut-être quelques apparitions, mais je pense qu'on va quand même garder pas mal de nuages d'altitude qui seront moins précipitants quand même. Est-ce qu'au niveau du cumul des précipitations, nous sommes toujours dans un stade critique? C'est-à-dire, est-ce que si on a d'autres pluies, il faut s'attendre à d'autres inondations? Oui, c'est-à-dire que par endroits, on a eu plus de 200 mm, notamment à Sainte-Anne, à Saint-Pierre et même Fort-de-France. On a eu plus de 200 mm d'eau, ça fait 200 litres d'eau tombée au mètre carré, pour vous donner un ordre d'idée plus précis pour le grand public. Et donc, si on a encore des précipitations, effectivement, ça peut gonfler encore les rivières et puis rendre inondables certaines zones encore. Monsieur Fauconnier, donc je vous remercie pour ce dernier point pour cette nuit et pour demain matin en direct du centre météo du Lamentin. On reprend notre tour de l'île, direction cette fois le nord, Caraïbes, moins touché que le sud, mais des dégâts sont quand même à signaler. Par exemple au Carbet, où les restaurants de bord de mer ont subi de gros dégâts à cause de la houle. Les routes sont également très encombrées. Stéphanie Octavia, Irène Emonide. Les premiers coups de vent, l'ouragan Dean a tôt fait de coucher la plupart des arbres sur la route, bloquant notre voiture dans les hauteurs du Carbet, au morne Godineau. À la première accalmie, un habitant du quartier nous dépose le plus loin possible. Nous continuons à pied, puis en stop. La route est jonchée d'arbres, de rochers et de câbles électriques ou téléphoniques. Le bourg, quant à lui, est quasi désert. Il ne semble pas trop atteint par la houle, mais plutôt par la pluie et le vent. On a commencé à dormir et on a acheté des gros ouragans qui ont enlevé les tuiles du toit. Il y avait des grosses fuites d'eau dans la chambre et de 10h du matin à 9h du matin, on n'a pas arrêté d'éponger les sols et les plafonds. On sentait le vent, puis il y a toute l'eau qui rentrait. Alors ce matin, on nageait au sol. Côté mer, le Carbet offrait une vision beaucoup moins calme. La rivière déchaînée lui rapportant en plus boue et troncs d'arbres. Sur la plage défigurée, presque aucune des nombreuses paillotes restaurants n'a résisté à la violence du vent, malgré tout. Ce pêcheur, assis face à la mer, reste serein. La mer a commencé juste vers 6 heures. Mais heureusement pour nous, ça venait du sud. Ça n'a pas fait trop de dégâts. Une bonne nouvelle pour les marins-pêcheurs fortement touchés par la houle provoquée par le passage de Lénie en 1999. Il semblerait qu'il n'y ait pas de victimes ici au Carbet, en tout cas pas pour l'instant. Et les axes routiers seront dégagés au fur et à mesure. Énormément de câbles électriques et de câbles de téléphone coupés. On imagine que le retour à la normale prendra pas mal de temps. Et lorsque des manguiers tombent sous la force du vent, les bananeraies ne peuvent pas tenir. C'est un spectacle de désolation dans les plantations aujourd'hui. Pas encore de bilan, bien sûr, mais des images qui parlent. Reportage dans le Nord-Atlantique, Jacques Delblon, William Zebina, André Kionkion et Jean-Claude Annette. Moins de 12 heures après le passage de Dean sur la Martinique, les autorités ont voulu se rendre compte de l'étendue des dégâts provoqués par le passage de l'ouragan. Aucune commune n'a été épargnée. Même si tous les cours d'eau sont en crue, c'est le vent qui a fait le plus de ravages, notamment sur les bananeraies. Si vu du ciel, les images sont impressionnantes, au sol, on se rend vraiment compte de l'ampleur du sinistre.
Nous sommes sur la RN1, dans le nord Atlantique. La quasi-totalité des plantations présente un visage de désolation comme celui-ci. Et pour les voies de circulation, ce n'est pas mieux. Alors ici, sur la RN1, entre derrière moi, l'usine du Galion et la zone du bac à Trinité, la gendarmerie a dû intervenir pour pouvoir dégager cette voie. Avec nous, un gendarme de la gendarmerie, c'est une première pour la gendarmerie. Hein. Enfin, c'est pas vraiment une première parce que quand il y a une catastrophe comme ça, on est appelé à aider un peu la DDE. Donc c'est le but aujourd'hui, c'est de déblayer un peu la route qui mène vers Fort-de-France. Le député maire de la commune de Trinité a dû mettre en place une cellule de crise. Nous avons répertorié une douzaine de familles sans abri et elles sont hébergées bien sûr dans les centres d'hébergement que nous avons mis à la disposition de la population. Le premier centre se trouve bien sûr à la Maison de la Culture, le deuxième à l'école Pierre-Cyril et puis l'autre à Tartane. Lors de son passage sur la Martinique, Dean était un ouragan de classe 2 avec des rafales de vent dépassant les 200 km/h. Il est maintenant un ouragan de classe 3. La situation des bananeraies dont nous parlions au début de ce sujet, c'est précisément ce qui ce soir attire l'attention du secrétaire d'État à l'Outre-mer, Christian Estrosi. Celui-ci est en visite en Guyane. Il atterrira demain matin en Martinique. On l'écoute. En termes économiques, les informations qui m'ont été communiquées ont été assez importantes et dramatiques, puisque 100% de la production de bananes en Martinique aurait été détruite et près de 70% de celle de la canne à sucre. Donc je partirai demain matin sur place pour regarder avec le préfet de Martinique et l'ensemble de nos services que la mise en place et la coordination de l'ensemble des acteurs, y compris ceux des collectivités qui sont associés à notre action, se fassent parfaitement, et en même temps pour annoncer un certain nombre de premières mesures économiques. Je veux dire à nos compatriotes de Martinique, à nos compatriotes de Guadeloupe, que nous ferons avec l'ensemble de nos services l'inventaire des conséquences de ce cyclone, des conséquences économiques, des conséquences sociales, des conséquences humaines. Nous ne laisserons personne sur le bord du chemin. Autour maintenant sur les moments du passage de l'ouragan Dean. Le Nord-Atlantique a passé dans la nuit. Le Nord-Atlantique, a passé la nuit dans la crainte des marées de tempête, l'élévation du niveau de la mer. Et cette crainte, hélas, s'est souvent avérée justifiée. En de nombreux endroits, la mer est rentrée dans les terres et même dans les maisons. Ce matin, alors que la tempête soufflait encore, le reportage de Nathalie William et Thierry Porchel. Les pompiers. À 7 heures, c'est eux que nous rencontrons. Ils sont les premiers à mettre le nez dehors pour déblayer les routes. Quartier Beau Séjour, Trinité, Yoles, détritus et branches s'entremêlent. Alors, qu'est-ce que vous cherchez? Moi, je cherche les matériels de la BBL de Trinité. Mais pourquoi est-ce que vous l'aviez laissé là? Comme c'est ici qu'on le langard, alors on n'a pas encore fait le langard. Alors, je crois que là, il y a un élément. Ouais, ça c'est la baguette qui est là. 50 mètres plus loin, il retrouvera sa yole de compétition coincée sous des branches. Zone du Bac, Trinité. Le 33e RIMA à pied d'œuvre et il y a fort à faire. Ici, la mangrove n'est plus qu'un paysage lunaire qui fait corps avec la route. Et puis, exemple de ce que la production bananière a subi, et il en est ainsi dans tout le pays. Témoin de la violence des événements de cette nuit, ici se trouvait le restaurant chez Fofort, au Robert, très connu de tous. Et eh bien, on peut voir au fond où a atterri la toiture du restaurant. La mer est entrée là également. Encore plus tôt dans la nuit, les premières bourrasques ont commencé à souffler vers 1 h du matin. Jean-Luc Paul Joseph et Olivier Nicolas Diduclos ont recueilli les images du premier choc de l'ouragan. Il fait nuit noire sur la Martinique. Il est aux alentours de 3 heures ce matin. Dean commence alors à peine à se faire sentir. Les arbres plient sous les rafales de vent. Une pluie de plus en plus forte s'abat sur le pays.
Fort-de-France, presque déserte, subit les premiers soubresauts du phénomène. Poubelles renversées, les infrastructures de la gare maritime et routière sont sous une pression menaçante. Quelques fils électriques ont déjà cédé. Aux abords du canal Levasseur, les canots des marins-pêcheurs semblent vouloir résister. Mais le niveau du canal monte inexorablement et flirte déjà avec la berge. Aux alentours de 4 heures ce matin, Digne s'est réellement fait sentir sur la capitale. Le balancement des arbres est devenu de plus en plus marqué et quelques toitures endommagées attestent de la violence du vent. Le matin n'a pas amené d'accalmie, bourrasque de vent, tôle qui claque, l'effondrement des arbres. Pour tout le monde, c'était un matin de bruit et de menaces. Exemple d'une matinée de cyclone à Terville sur les hauteurs, Franck-Edmond-Mariette. Impressionnant. Dans cette commune de Chelcher, au quartier Terville, le vent souffle à plus de 100 km/h. Les branches de ces palmiers ne résisteront pas longtemps à ces rafales de vent. Elles se détachent et s'envolent dans tous les sens. Normalement, dans ce secteur, les résidents de cet immeuble bénéficient d'une superbe vue. Ils aperçoivent même les 3 idées. Mais dans cette nuit mouvementée, le brouillard obstrue toute visibilité et seul ce bruit infernal donne des sueurs froides. Angoisse et crainte pour plusieurs locataires. Bien heureusement, les baies vitrées des appartements résistent aux fortes rafales. Un calvaire qui dure durant plusieurs heures, des heures qui semblent interminables. En début de matinée, les dégâts sont beaucoup plus apparents. Arbres et autres objets bloquent plusieurs axes routiers. Certaines ravines sont en crue, difficile de circuler dans le secteur. Au niveau du bourg, la mer, habituellement très calme, présente un autre visage. La très forte houle s'abat sur le front de mer. Comme dans plusieurs communes de l'île, les services municipaux sont rapidement à pied d'œuvre. Dresser un premier bilan de la situation est impératif après le passage de cet ouragan. Le spectacle sur la mer était, vous l'avez vu, le même que dans les terres, même sur la côte Caraïbe, normalement épargnée. Des vagues de 2 mètres, parfois un voilier en perdition. C'était le cas ici à Fontbernier, un voilier sans équipage à bord. Vous pouvez l'apercevoir, des images filmées au petit matin à Chelcher par Eric Tang. L'ouragan Digne n'a pas touché que la Martinique, il a également frappé la Dominique et Sainte-Lucie. Pas de bilan pour l'instant à Sainte-Lucie, mais 2 morts à la Dominique. Et en Guadeloupe, c'est surtout le sud Basse-Terre qui a été concerné par le cyclone. De nombreux dégâts sur les routes notamment. État des lieux avec Jacques Massico. La mer déchaînée, partout la même image, celle d'une houle cyclonique impitoyable qui pilonne littéralement le littoral. Dans le même temps, le vent qui souffle en rafale atteignant parfois jusqu'à 250 km/h et les pluies soutenues provoquent ça et là des dégâts, fort heureusement d'ordre matériel. À Vieux-Fort, la route départementale numéro 6 est une nouvelle fois fermée. Le réseau électrique est endommagé en plusieurs endroits. Beaucoup de routes coupées, beaucoup de câbles électriques et de téléphones entremêlés, parfois avec des arbres qui bloquent des routes, et environ 25 000 habitants de la Guadeloupe qui sont privés d'électricité. Au centre opérationnel de défense installé la nuit dernière par le préfet, on n'a pas chômé. Ici, outre le passage de l'ouragan Digne, il a fallu gérer des dossiers extrêmement sensibles, dont celui des vols d'Air Caraïbes en provenance de Paris. Que ce soit clair, la sécurité prime, l'aéroport jusqu'à plus ample informé est fermé jusqu'à demain 6 heures. L'épisode de l'aéroport qui commençait à provoquer une polémique illustre bien la rigueur avec laquelle l'autorité préfectorale et ses services ont géré le passage sur l'archipel de l'ouragan Digne. La préfecture de Guadeloupe qui semble plus pressée de communiquer que la préfecture de Martinique, puisque nous n'avons toujours pas pu joindre la préfecture de Martinique. En Guyane, pour conclure, la députée Christiane Taubira nous envoie ses meilleures pensées affectueuses et solidaires de toute la Guyane. Respect pour votre courage et votre sang-froid, pour le sens de responsabilité de vos élus et la disponibilité de vos journalistes. Woulot pour les équipes de secours, écrit Christiane Taubira.
Quelques informations pratiques pour conclure. À Fort-de-France, le maire demande aux ouvriers des services techniques de la ville de venir au travail demain matin à 7 h pour intervenir sur les quartiers. EDF rappelle qu'il ne faut pas toucher aux câbles électriques. Au niveau de l'eau courante, le SIXM et la SME informent les abonnés des communes du centre et du sud de la Martinique qu'il y a des perturbations importantes sur le système d'alimentation et que des coupures d'eau sont à prévoir dans les 2 jours à venir. Des coupures d'eau notamment à Bellefontaine, au Carbet, à Casse-Pilote et à Saint-Pierre dans les quartiers Saint-James et Morne-Abel. C'est la fin de cette édition. Continuez à nous suivre en radio et rendez-vous demain pour de nouveaux points sur la situation. Merci, bon courage. Madame, Monsieur, bonsoir. 36 heures après le passage de Dean, la Martinique recense ses dégâts et tente de retrouver une vie normale. Les stations-service et les supermarchés sont à nouveau ouverts, mais les télécommunications demeurent très perturbées. Il y a de nombreuses routes coupées et certains quartiers ou même certaines communes sont totalement isolés. Une deuxième victime indirecte du cyclone est à déplorer. Après cette personne âgée décédée d'une crise cardiaque à Sainte-Marie, une dame de 76 ans a été retrouvée morte ce matin à son domicile de Fort-de-France. Elle aurait fait une chute. Parallèlement, la solidarité s'organise et dans bien des endroits, c'est la population elle-même qui s'occupe de déblayer les routes. Les services municipaux sont aussi à pied d'œuvre. Ce matin, à Fort-de-France, les équipes sillonnaient les quartiers pour évaluer les besoins. Près de 1500 habitations sont touchées plus ou moins durement. Jean-Luc Paul Joseph, Eric Tang. À la mi-journée, Serge Letchimy a réuni élus et cadres municipaux pour assurer la bonne gestion du recensement et du traitement des sinistrés foyalais. Le maire de Fort-de-France a entamé au petit matin le tour de la 60aine de quartiers de la ville, notamment les hauteurs de Balata et le quartier La Médaille, zone la plus saccagée par l'ouragan. Reste à traiter les nombreuses demandes qui affluent vers la mairie. Nous devons absolument nous organiser pour essayer de serrer ce qui est prioritaire par rapport à ce qui est moins. Donc nous devons aussi tenir compte depuis des enjeux, l'ouverture des écoles, parce qu'on est proche de la rentrée scolaire, on a plusieurs bâtiments qui ont été endommagés, et surtout travailler pour que, bien sûr, qu'on aille vers la reconnaissance sur l'état de catastrophe naturelle, pour que les gens puissent être indemnisés correctement. Au point d'accueil des sinistrés, une centaine de récits, de doléances avaient été enregistrés à mi-journée. Il n'y a plus rien chez eux. Je vous comprends. Moi, j'ai pas d'électricité, j'ai des prises qui sont abîmées. Elle a tout perdu, quoi. Mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mais ce sont plus de 1500 cas qui ont été signalés au PC de la mairie. La ville doit d'ores et déjà traiter quelques 300 urgences, dont une dizaine de familles à reloger. Mais Fort-de-France revit presque normalement depuis ce matin. Beaucoup de commerces ont rouvert leurs portes, dont les boulangeries. Prise d'assaut, mais en vain, car privées d'électricité encore pendant plusieurs heures. Quelques marchandes de fruits et légumes recevaient des clients certes moins nombreux qu'un samedi ordinaire, mais les Foyalais avaient à l'évidence le moral pour réanimer leur ville. Dans les communes, la situation est parfois difficile. Au Diamant, on recense une dizaine de maisons sérieusement endommagées et tout le réseau téléphonique est par terre. Pour circuler, c'est parfois un véritable parcours du combattant. Ce que vous vivez depuis hier matin, nos équipes le vivent aussi. Récit d'un reportage au sud de la Martinique. Maurice Nagou, Arthur John. Au Diamant, Dean nous harcèle toute la nuit pour porter le coup de grâce au petit matin. Nous sommes pris au piège. Pour sortir de l'hôtel, il faut manier le coutelas. Et c'est pour constater l'évidence, tout est méconnaissable. Nous sommes à Lanscafard. Nous avons cherché avant le cyclone à nous positionner en commune pour avoir plus de mobilité, pour être plus proche de la population et voir comment les choses se passaient. Mais là, véritablement, nous sommes bloqués. Nous sommes bloqués. Impossible d'aller plus loin, ni à droite, ni à gauche. Eh bien, je crois que le plus sage, c'est encore d'attendre. Mais cette première impression nous permet d'envisager une Martinique véritablement à plat.
Les grondements de l'océan nous attirent vers la plage. Le déchaînement est puissant, il impose respect et humilité. D'autres riverains nous rejoignent. C'est vrai que le gros du danger est passé. C'est vraiment un désastre, c'est vraiment le désastre. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? Le vent. Le vent qui souffle, on ne sait pas d'où ça vient, c'est impressionnant. Nous décidons de nous rendre au bourg du Diamant, même à pied, car visiblement le temps sera long avant que tout ne rentre dans l'ordre. On passe pas, non. On passe à pied, c'est tout. À pied et encore en prenant des gros risques. Il y a beaucoup de dégâts? Ouais. Qu'importe. Pour constater des dégâts, pas besoin d'aller bien loin. Quelques dizaines de mètres, et l'Anse-Cafard se découvre de profondes blessures. C'est venu progressivement, il y a une tôle qui se décolle, puis bon, ça va. Des enfants? Oui, ma fille, mais ça va très bien. On est resté dès qu'on a pu. On est allé se réfugier chez nos amis à côté. Là. Et dans cette maison de vacances, un séjour écourté pour cette famille martiniquaise. J'étais juste là avec ma petite fille, et puis le temps de réaliser, on arrive ici, et puis toute la partie est tombée. On n'a rien compris. De l'autre côté, la progression vers le bourg est laborieuse. Hier, paradis pour vacanciers. Aujourd'hui, paysage défiguré, massacré, torturé. Ça passe pas? Oui non plus, voilà. Et c'est là l'autre réalité. Le portable que l'on croyait si génial se récolte un zéro pointé. Il aurait pu nous sauver la vie. Il nous coupe du reste du monde. Vers 15 h, on nous annonce que la route est praticable. Enfin, des portions de chaussée ont été dégagées à la hâte. Les automobilistes, disciplinés, redoublent de prudence. Il est 15 h 30. Un quartier du Diamant vient de retrouver sa liberté de circuler. Et un exemple de la solidarité martiniquaise en ces temps difficiles. Pendant que notre collègue Maurice Nagou, que vous avez vu, était en reportage, ce sont ses voisins qui ont dégagé les cocotiers tombés dans son jardin. Un peu plus au sud, à Sainte-Anne, là encore une dizaine de familles sinistrées et beaucoup de dégâts sur la végétation. Dans cette commune touristique, les visiteurs non préparés se retrouvent parfois bien démunis. Franck Zozor, Christian-Auguste Charlery. Le bourg de Sainte-Anne n'a pas été épargné par les vents violents d'hier matin. Ici, il y avait un commerce de fruits et légumes. Un vendredi au petit matin, José a tout perdu. Donc c'était vraiment fort, entre 4h30 et 6h du matin. On avait l'impression que c'était une éternité que ça a duré. Hein. Vraiment, vraiment. Et puis du bruit partout, on ne savait pas d'où ça sortait. Une parabole qui atterrit chez moi, des gouttières, enfin un peu de tout, la tôle. Vous avez perdu votre production? Ah oui, on a tout perdu. Hein. On avait plein de fruits et légumes, le commerce. Je travaille aussi avec le commerce équitable. On a tout perdu, tout s'est envolé. Quoi. On a retrouvé un petit peu dans la rue. Un peu plus loin, la plage de la Pointe du Marin, ou ce qu'il en reste. Dean n'a fait qu'une bouchée de ce snack. Et surgit alors un autre problème. Les hôteliers ne peuvent plus nourrir les touristes. Des touristes qui n'ont pas fait de provision, et certains d'entre eux commencent à avoir faim. Nous, en tant que touristes, on s'est fait prendre parce qu'on n'a pas fait de provision, par exemple. Donc, on n'a pas grand-chose à manger. Hier matin, on a pu trouver des bananes, et heureusement. Donc, on se nourrit de bananes et d'une pastèque. Voilà. On a eu 4 acras par personne, vendredi soir, et puis des bananes hier. Les services municipaux sont à pied d'œuvre pour remettre la ville en état. Une vingtaine de maisons a été endommagée, mais le maire de la ville prend le passage de Dean avec philosophie. Le grand architecte fait son travail. Il nous rappelle à l'ordre. Et nous devons effectivement savoir ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, tout simplement, ne pas pleurnicher. Comprendre ce qui se passe. Comprendre que nous faisons partie de la nature. Comprendre que nous ne devons pas cracher sur la nature. Nous ne devons pas chercher à dompter la nature. Et aujourd'hui, nous devons construire avec la nature. Les plages des Salines et de la Pointe du Marin ont été très touchées par Dean. Garcés Malsa demande donc aux curieux de ne pas se rendre en visite du côté de Sainte-Anne. Le cyclone Dean a causé bien des dégâts à cause du vent, mais à certains endroits aussi à cause de la pluie. C'est le cas notamment à Rivière-Pilote qui a dû, par la force, renouer avec une tradition qu'elle espérait bien oublier, celle des inondations. Maurice Nagou, Arthur John. De l'ouragan Dean, on retiendra surtout ces vents violents accompagnés de bourrasques imprévisibles, mettant à mal toutes sortes d'infrastructures.
Ici, la place des fêtes du bourg de Rivière-Pilote, gradins, podiums et kiosques saccagés sans ménagement. Mais Rivière-Pilote a aussi souffert des inondations. L'eau est montée brusquement et sans laisser de traces. On va monter juste là. Oui. Côté qui hein? Côté qui c'est 5 heures. Peu de dégâts visibles, mais des heures d'angoisse pour des habitants ayant déjà eu à subir par le passé des inondations traumatisantes. Et le vent a soufflé fort sur les mornes de la commune, Régal, La Renée, Préfontaine. Et comme partout ailleurs, ces images d'habitants du quartier, solidaires et ne comptant que sur leurs propres forces pour assurer le retour à la normale. Le vent, encore particulièrement actif au Saint-Esprit, Morne-la-Valeur. Partout des toitures envolées, des maisons explosées, des abords mis sens dessus-dessous. Et une population encore sous le choc d'un phénomène naturel qui s'effaçait déjà de la mémoire collective. Pour les municipalités, il faut parfois gérer le problème délicat des personnes résidant dans des logements insalubres. Hier soir, à Fort-de-France, par exemple, les services municipaux ont dû intervenir pour évacuer une dame qui refusait de quitter sa maison alors que le danger était bien réel. Franck Zozor, Christian Auguste Charlery. L'école mixte A de Dillon transformée en centre d'accueil. Johnny Ajar, adjoint en maire, conseiller général, reçoit l'appel d'une femme. Sa mère de 61 ans est en danger dans une maison à Corridon. Une équipe de Fort-de-France décide de se rendre sur les lieux. La maison est inaccessible. Un arbre tombé durant le cyclone nous empêche d'accéder à cette demeure. Nous découvrons une maison insalubre, sans électricité et surtout sans confort. Bonsoir madame. Les élus devront la convaincre de quitter sa maison. La maison risque de glisser à n'importe quel moment. Vous avez vu? Mais non. À 61 ans, qu'est-ce que je perds? Mais vous avez de la famille. Regardez votre fille qui pense à vous. C'est elle qui nous a alertés. Elle est venue tout de suite. Mais la raison pourquoi, mais elle pense à vous, elle vous aime. Si elle nous a alertés, c'est parce qu'elle vous aime. Une maison qui représente un véritable danger. Un toit complètement pourri, retenu par des planches, un plancher qui s'enfonce et un éclairage au flambeau. Mais attention, cette femme de 61 ans a obtenu de la ville un logement qu'elle refuse d'occuper. On nous allait ensemble au SOEA, nous pouvons discuter à tête reposée. Tu as plusieurs possibilités. Tu as le centre d'hébergement 1. Tu as ta fille qui veut que tu sois avec elle ce soir. Bon. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas partir de chez vous? C'est dangereux. Qu'est-ce qui fait que vous soyez attaché? Rien de danger. Je vais dans mon trou là, sous le lit. Il n'y a pas de danger là. Ça ne va pas tomber. Ça va tomber par là ou par là, mais ça ne va pas tomber là. La maison risque de s'effondrer. Et il est de notre devoir, en tous les cas, en tant que délité, de l'encourager, sinon de l'inciter à partir. Et c'est très difficile. Hein. Vous voyez bien que ça fait à peu près un quart d'heure qu'on y insiste. Et pourtant, elle n'en démarre pas. Elle veut rester dans sa maison. On peut comprendre l'attachement, mais au moins rien que pour ce soir, d'autant plus qu'elle a un logement. Les négociations ont duré 1 heure. Madame Michel ne veut rien entendre. Vous allez partir? Ah oui, bon ça. J'ai pas envie de partir, monsieur. Vous n'avez pas encore compris? Je veux rester dans mon coin pour m'occuper de mes affaires. Et vous allez faire plaisir à votre fille ce soir? Elle m'a pas fait plaisir, hein. Vous allez faire plaisir aux élus qui sont venus vous voir, alors. Quand même. Elle acceptera de quitter sa maison de Corridon pour se rendre chez elle, dans son logement donné par la mairie de Fort-de-France il y a 1 an. Mais combien de temps acceptera-t-elle d'occuper cet appartement situé dans un immeuble de L'Angelier-Bellevue? Personne n'a la réponse. Le réseau électrique, vous l'avez constaté, a beaucoup souffert du passage de l'ouragan. Ce soir, 105 000 foyers sont toujours privés d'électricité. Cela représente 6 abonnés sur 10. Les équipes d'EDF pourtant travaillent d'arrache-pied pour rétablir le courant. Depuis hier, 10 000 foyers ont été rétablis. Des agents de Guyane sont arrivés en renfort. Delphine Bess, Arthur John. Cet après-midi, quelque part en pleine campagne du Lamentin. Les agents d'EDF et leurs sous-traitants doivent souvent accéder à des zones très difficiles pour réparer la casse. Le survol de l'île en hélicoptère a duré 2 jours. Il a permis de repérer ces dégâts les moins visibles au sol. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un fromager quand même assez important, assez costaud, est tombé sur le bras du pylône et a endommagé la ligne.
Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est faire une réparation rapide pour pouvoir repartir sur cette ligne Lamontaine-Bellefontaine qui est quand même très importante au niveau de la Martinique puisqu'elle évacue une partie de la centrale de Bellefontaine. Ces lignes transportent 23 000 volts. En termes de réparation, elles sont la priorité pour EDF. Et du côté de ces lignes haute tension, la Martinique s'en sort plutôt bien. La longue campagne d'élagage, lancée il y a 3 ans, explique l'absence d'autres dégâts sur ce réseau. Voilà qui nous épargnera de gros soucis pour les jours à venir. Oui, ça va nous épargner des gros soucis parce que ça veut dire qu'on a les autoroutes qui sont quand même ouvertes et on pourra tout doucement ouvrir les départementales, les nationales, si on peut faire, si vous voulez, le lien avec l'électricité et l'autoroute et arriver finalement aux petites routes de campagne, donc alimenter les gens qui sont les plus éloignés. La cartographie des dégâts est ce soir achevée. 105 000 usagers sont encore privés de courant. Hôpitaux et cliniques déjà rétablis, les travaux débuteront demain sur les réseaux desservant les stations de pompage de ces lignes haute tension. La Martinique s'en sort plutôt bien. La longue campagne d'élagage, lancée il y a 3 ans, explique l'absence d'autres dégâts sur ce réseau. Voilà qui nous épargnera de gros soucis pour les jours à venir. Oui, ça va nous épargner des gros soucis parce que ça veut dire qu'on a les autoroutes qui sont quand même ouvertes et on pourra tout doucement ouvrir les départementales, les nationales, si on peut faire, si vous voulez, le lien avec l'électricité et l'autoroute et arriver finalement aux petites routes de campagne, donc alimenter les gens qui sont les plus éloignés. La cartographie des dégâts est ce soir achevée. 105 000 usagers sont encore privés de courant. Hôpitaux et cliniques déjà rétablis, les travaux débuteront demain sur les réseaux desservant les stations de pompage d'eau. Ensuite, une fois qu'on a alimenté les clients prioritaires, notre priorité va aller à alimenter les zones qui desservent le plus grand nombre de clients. Et là où les travaux sont le plus faciles, là où les réseaux sont les plus accessibles, on va lancer d'abord ces travaux en priorité parce que ça permettra de récupérer et de réalimenter un grand nombre de clients. Et plus on va aller dans le détail, plus les réseaux vont être dans des zones un peu isolées, avec des forêts, des quartiers un peu plus éloignés des routes principales. Là, les travaux vont être ralentis, vont être plus longs et c'est ça qui va prendre peut-être le plus de temps. Et ce travail sera colossal, à tel point qu'aucun délai ne peut raisonnablement être annoncé aux usagers. Les téléphones, les portables rentrent péniblement à la normale, mais lentement aussi. Le réseau fixe souffre, lui, surtout des pannes de courant. Cependant, 40% des abonnés sont encore sans téléphone. Et puis du côté de l'eau, la situation n'est guère plus brillante. Les robinets ne coulent plus dans le Nord Caraïbe et dans le Sud. Le réseau routier, la région nous informe de la fermeture de la route nationale numéro 8 entre Rivière-Pilote et le Marin, au niveau de Marcapron, et de la fermeture de la route nationale numéro 3, c'est la route de la Trace, au niveau du lieu-dit La Médaille. Le reste du réseau des routes nationales est praticable à condition de faire preuve de prudence. Les cultures sont très durement touchées par le passage de Dine. Selon les premières évaluations, 100% des bananeraies sont touchées et 70% de la canne à sucre. Il faudra 1 an et demi au secteur banane pour se remettre sur pied. Ce matin, le secrétaire d'État à l'Outre-mer, Christian Estrosi, a focalisé sa visite sur la situation agricole. Il a survolé les champs de bananes en hélicoptère. Reportage Olivier Nicolas Diduclos. Vu du ciel, le spectacle est impressionnant et désolant. 100% des exploitations bananières ont été touchées par le passage de l'ouragan Dine. 2 heures après son arrivée en Martinique, le secrétaire d'État à l'Outre-mer, Christian Estrosi, a survolé les champs de bananes du sud de l'île, notamment ceux du Vauclin. Je mesure la détresse d'un certain nombre de nos agriculteurs et mon devoir était vraiment d'être à leur côté aujourd'hui. D'abord pour leur témoigner mon soutien et ma solidarité et ensuite par ce constat pour m'engager à prendre toutes les mesures pour leur permettre de pouvoir remettre leurs exploitations en état le plus rapidement possible. C'est essentiel pour l'activité économique, c'est essentiel pour l'emploi. Au-delà de la question des fonds nécessaires pour un redémarrage à zéro de la production, celle du chômage technique d'une partie du personnel est plus que d'actualité. Une question qui se pose, c'est le chômage technique. Oui, parce qu'aucune exploitation ne peut décemment garder l'ensemble de son personnel pour redresser. Puisque vous avez 2 parties, vous avez une partie production en gare
qui sont des gens qui travaillent au hangar, et l'autre au champ. Et là, il n'y aura pas de production pendant 1 an. Ici, sur cette exploitation au quartier Coulée d'Or au Vauclin, les 55 hectares de bananes sont décimés. Mais ce sont bien les 6300 hectares sur tout le territoire qui devront être replantés. Le secrétaire d'État s'engage à mobiliser toutes les aides nécessaires, État, Union européenne, fonds d'urgence, collectivités locales, pour relancer la production. Une partie du personnel pourrait être utilisée pour la remise en état des champs de bananes. Quand on dit que rien ne peut la battre, je veux vous dire que je prends l'engagement devant vous qu'elle est peut-être comme ça aujourd'hui, mais elle sera beaucoup plus haut dans quelques temps et qu'on sera à vos côtés pour y parvenir. Parce que rien ne pourra la battre. On est d'accord. Voilà. Bravo. Le secrétaire d'État a également rencontré les élus cet après-midi. Il a évoqué le classement de la Martinique en situation de catastrophe naturelle. C'est le seul moyen pour que les aides soient débloquées pour les sinistrés, particuliers ou entreprises. Édouard Estripo, Patrice Châteaudégua. Beaucoup d'élus et particulièrement des maires, pas une personnalité du monde socio-professionnel ou consulaire, ni non plus et surtout ceux qui représentent et sont le relais de l'État en Martinique ne manquent à l'appel. À situation de crise grave, réunion exceptionnelle autour du secrétaire d'État à l'Outre-mer, Christian Estrosi. Tous ces acteurs de l'administration et du monde économique vont faire un état des lieux, une manière d'évaluer précisément les dégâts causés par l'ouragan Dine. Il y a urgence, les pertes sont énormes dans plusieurs secteurs et singulièrement dans celui de l'agriculture. Sur tout le territoire, aucune plantation de bananes n'est aujourd'hui viable. Les quelques 6900 hectares de bananeraies sont détruits à 100%. Christian Estrosi souhaite que tout soit rapidement mis en œuvre pour que Dine ne soit plus qu'un mauvais souvenir. Nos services sociaux sont mobilisés et je tiens une grande réunion lundi matin pour faire le point parce que nous avons cette responsabilité de recueillir les demandes. Mais la responsabilité de l'État, c'est de nous donner les moyens qui nous manquent. La mission reste simple dans ses critères. La difficulté, ça sera d'être encore une fois dans des consensus pratiques pour que nous puissions agir en toute tranquillité, en toute conscience, mais surtout dans une échelle de vigilance qui va nous faire aller de la plus grande priorité à la moindre priorité, mais tout reste prioritaire bien évidemment. Un désastre, déclarent les planteurs, toutes catégories confondues. D'autant, insiste-t-il, que la profession traverse depuis quelque temps des difficultés structurelles et conjoncturelles. Les attaques répétées, notamment des Américains contre l'OCM Banane, la préférence communautaire européenne, ne cessent en plus de les inquiéter. Nous sommes obligés de croire. De toute manière, derrière nous, derrière la filière banane, derrière l'agriculture martiniquaise, il y a entre 15 000 à 20 000 emplois. Alors aujourd'hui, ce sont des emplois qui sont menacés, puisque vous savez que la banane, nous n'allons pas expédier à nouveau un carton de banane pas avant 8 mois. Donc c'est une filière qui sera en stand-by et donc il nous faut les moyens pour redémarrer. Un chiffre éloquent, la filière banane représente la bagatelle de 150 millions d'euros pour l'économie martiniquaise. Dès lundi, 16h, première réunion de coordination en préfecture. Christian Estrosi qui a quitté la Martinique en fin d'après-midi pour se rendre en Guadeloupe. Sur le tarmac de l'aéroport, il a accordé un entretien exclusif à notre chaîne, entretien réalisé par René Lataste et Olivier Nicolas Diduclos. Un esprit d'unité, de solidarité et de discipline de la part de toute cette population de Martinique qui a d'abord accepté toutes les conditions de sécurité qui lui étaient imposées par nos services, ce qui sans doute a évité de véritables drames humains. Mais au-delà de cela, j'ai vu un territoire très éprouvé. J'en repars avec une grande émotion. Vous avez survolé la Martinique ce matin? Je l'ai survolé, je l'ai parcouru. Je suis allé dans des bananeraies, dans des plantations de canne à sucre. Ce soir, le bilan est très lourd. 100% de la bananeraie a été ravagée, 70% de la production de canne à sucre, une grande partie des productions de fruits tropicaux, mais également d'agriculture traditionnelle. Donc c'est sans doute pour l'avenir économique et social de la Martinique l'enjeu le plus important, au-delà de ces témoignages de solidarité que j'ai voulu apporter de la part du gouvernement français, de la part du président de la République Nicolas Sarkozy, pour dire notamment aux personnes les plus fragiles et les plus vulnérables qu'avec le guichet unique que nous avons mis en place autour du préfet, avec les collectivités,
avec l'ensemble des élus et des acteurs publics, notre soutien total. Le guichet unique, ça signifie quoi? Ça signifie que je ne veux pas laisser la moindre personne confrontée à un problème de logement, d'habitat, d'aide d'urgence, de rentrée scolaire, d'éducation d'enfants en bas âge, qui seraient sans toit, qui seraient démunis, qui auraient une difficulté alimentaire, qui auraient une difficulté d'ordre pratique, confrontés à toute une hiérarchie administrative où on sait comment ça se passe. Prenez un ticket, et puis c'est pas le bon ticket, il faut aller au guichet d'à côté. Je veux un interlocuteur et que celui-ci soit en mesure de répondre à tout le monde à partir du fonds d'urgence que dès lundi je mettrai à disposition du préfet de la Martinique. Est-ce que vous avez d'ores et déjà une première estimation des dégâts sur l'agriculture? Vous voulez en parler rapidement, mais en termes de millions d'euros, c'est combien? Et après, de façon générale? Ce sont de premières estimations. 160, 170, peut-être 200 millions d'euros. Donc ça veut dire que j'ai besoin de 3 orientations avec les acteurs locaux. Premièrement, une demande de la part de tous les maires d'une déclaration d'état de catastrophe naturelle pour que je puisse la faire prendre, qu'à la fois les fonds des collectivités, de l'État, de l'Union européenne puissent être mobilisés, mais aussi que les assurances puissent jouer pleinement leurs responsabilités. Deuxièmement, la mobilisation du Fonds social de l'Union européenne qui doit jouer, et je me mobiliserai auprès de Bruxelles pour que tel soit le cas. Et enfin, la déclaration de calamité agricole parce qu'elle est réelle, parce que personne ne peut la contester et que je demande maintenant à nos experts de pouvoir l'évaluer pour pouvoir, au-delà de la réunion interministérielle que tiendra sur ma proposition le Premier ministre d'ici lundi, mobiliser l'aide de l'État auprès de chacun des acteurs. La Martinique a ces dernières années permis à ces filières agricoles et notamment la banane d'en faire une filière d'excellence, de faire de cette terre une terre de compétitivité qui, dans la chaîne agroalimentaire, est reconnue au plan international. Nous n'avons pas le droit de laisser perdre ce capital. Et je m'engage à donner le meilleur de moi-même au sein du gouvernement pour que la Martinique puisse relever le débat. Je crois qu'il y a un slogan formidable qui dit que la banane de Martinique ne se laissera, personne ne peut l'abattre. Elle a. Eh bien, si ce cyclone a tenté de l'abattre, elle apostrophe, moi je dis qu'avec l'énergie qu'on aura déployée ensemble, personne demain de nouveau ne pourra l'abattre. Elle a. C'est le défi que nous devons relever pour la porter encore plus haut que par le passé. Monsieur le ministre, là vous partez vers la Guadeloupe, ça signifie que votre approche sur cette catastrophe, sur ce cyclone Dean, est globale. Qu'est-ce que vous allez dire aux Guadeloupéens? Elle n'est pas globale. Mon devoir, c'est d'être auprès de mes compatriotes ultramarins qui sont dans la douleur et dans la souffrance. C'était vrai il y a quelques jours en Polynésie, avec le crash de cet avion entre Papeete et Moorea. C'est le cas aujourd'hui à la Martinique, ce sera le cas dans quelques instants à la Guadeloupe, parce que c'est bien beau de répondre aux invitations quand ce sont des moments de fête, mais je crois que mon devoir, c'est d'être auprès de mes compatriotes quand c'est les moments de souffrance et de difficulté. Et je veux, avec eux, entretenir une nouvelle espérance pour la Martinique, entretenir une nouvelle espérance pour la Guadeloupe. On l'a vu depuis hier matin, les Martiniquais se sont attelés à déblayer les routes et réparer les dégâts dans les maisons. Les particuliers ont maintenant du renfort de l'armée. Le 33e RIMA va intervenir sur la route de Balata qui est coupée, vous l'avez entendu, et dans la ville du Marin. À l'aéroport, des renforts de la sécurité civile et des pompiers sont arrivés. 90 hommes venus notamment des Alpes-Maritimes. Vous les voyez ici partir en camion. Ils ont été accueillis par le secrétaire d'État juste avant son départ. En Guadeloupe, les bananeraies ont également souffert. Les planteurs se sont réunis ce matin à Cap-Esterbello afin d'alerter les pouvoirs publics. Sainte-Lucie a également souffert du passage du cyclone. Un homme est mort en essayant de sauver un animal qui se noyait dans une rivière. Les cultures ont été très endommagées. En revanche, l'électricité a été rétablie à 95%. Dean est maintenant devenu un ouragan de classe 4. Il est très dangereux avec des vents de 240 km/h. C'est la limite de la classe 5. Il menace actuellement la Jamaïque, Haïti, Cuba et la République dominicaine. Selon les informations recueillies par la cellule Caraïbe de Marie-Claude Céleste, les Jamaïcains se préparaient cet après-midi sans panique en se rendant notamment dans les supermarchés.
En Haïti, les autorités ont demandé à la population d'observer les consignes de sécurité, comme l'évacuation des zones à risque. Le sud de l'île semble le plus menacé. Des abris provisoires ont d'ores et déjà été installés et le trafic aérien avec Haïti est interrompu au moins jusqu'à demain midi. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition spéciale. Ce sera à 13 h. D'ici là, restez en contact avec nous sur Radio Martinique. Merci, bonsoir et bon courage. Madame, Monsieur, bonsoir. 3 jours après le passage de l'ouragan Dine, le premier bilan officiel est connu. Il corrobore nos observations sur le terrain. Beaucoup de dégâts sur les réseaux électriques et téléphoniques. Dans les communes, les informations commencent à remonter. Sainte-Luce compte 250 habitations endommagées. Sainte-Anne, une dizaine de sinistrés. Fort-de-France a recensé quelques 1500 maisons abîmées. Selon la préfecture, 106 personnes ont été dirigées vers les centres d'hébergement. Cela veut dire qu'elles n'ont plus de maison du tout. Linda Gauthier-Nodin. Au plan humain, il faut déplorer 3 décès indirects d'une dame et de 2 hommes, des décès dus à un arrêt cardiaque, une chute et un suicide. Les services d'incendie et de secours recensent 112 sinistrés, tandis que presque autant de personnes ont été évacuées vers des centres d'hébergement. Des chiffres qui ne disent pas le nombre de maisons simplement endommagées. La seule commune du Saint-Esprit en compte plus de 200. Au plan des réseaux, sur 180 000 abonnés, 85 000 foyers ont l'électricité. Ces dernières 24 heures, EDF a rétabli toutes les lignes haute tension. Il reste à faire une centaine d'interventions sur la ligne moyenne tension. EDF a dû faire appel à des renforts. Compte tenu de l'ampleur du travail, il faudra bien plus d'1 semaine pour un retour général à la normale. Pour ce qui est de l'eau potable, les communes du centre font preuve de solidarité et pratiquent des coupures tournantes afin d'alimenter aussi la ville de Schellcher. Certains quartiers foyalais sont toutefois privés d'eau à cause du manque d'électricité. Par ailleurs, l'usine de production d'eau de Vivey redevient opérationnelle, ce qui permettra notamment d'alimenter le Nord-Atlantique. Quant au téléphone, France Télécom recense 50% des réseaux fixes, mobiles et Internet coupés. Des communes comme le Diamant, le Saint-Esprit et Sainte-Luce sont encore isolées. Rivière-Pilote est dans une situation critique. De longs délais de remise en service sont à prévoir. Au plan des infrastructures, 15 établissements médicaux fonctionnent normalement. L'hôpital de Colson est en cours de désenclavement. 368 lits restent à disposition sur le département. Sur les routes nationales, la circulation est ouverte sur la quasi-totalité du réseau, 280 km. Elle est toutefois restreinte sur une seule voie entre Fort-de-France et le Gros-Morne, fermée entre Rivière-Pilote et le Marin, ainsi qu'au niveau de la Médaille sur la RN3 après Colson. Le réseau départemental, 630 km, a particulièrement souffert puisque 9 routes sont encore fermées. Enfin, l'aéroport et le port ont repris leur activité commerciale, le bassin de Radoub a ouvert. Dine a fait souffrir toute la Martinique, particulièrement les communes du sud, tandis que dans le nord, les plantations sont détruites. Les dégâts sont estimés à 200 millions d'euros. Depuis le passage de l'ouragan, les services de l'État ont déployé 1200 personnes, dont de nombreux renforts, aux côtés des habitants qui, pour certains, avaient pris très tôt l'initiative de déblayer ce qu'ils pouvaient. Et les 2 routes nationales dont il est question ont rouvert, nous allons en parler dans un instant. Les agents de l'EDF tournent donc sans relâche pour réalimenter les foyers en électricité. Les travaux sont terminés, vous l'avez entendu, sur les lignes à haute tension. Ils s'attellent désormais au réseau moyenne et basse tension, c'est-à-dire les dernières lignes qui amènent le courant dans nos maisons. Depuis hier soir, 15 000 foyers de plus ont retrouvé le courant. Delphine Bess, Arthur John. Quartier Médecin au Diamant, une vaste zone boisée s'étend sous nos yeux. Ici, une quarantaine d'hommes de l'armée de terre, mais aussi des civils de la réserve opérationnelle, viennent prêter main forte aux techniciens d'EDF. Quelque part dans la zone, des lignes moyenne tension alimentant le Diamant ont disjoncté en raison de chutes d'arbres ou par simple contact avec des branchages. Il faut voir de plus près et élaguer avec les moyens du bord. La première difficulté, en dehors du terrain et puis de la végétation qui est quand même très dense, ça reste le peu de moyens que j'ai, mais qui nécessite 2 fois plus de travail si j'avais des moyens un peu plus lourds. Et qui nécessite beaucoup d'hommes. Qui nécessite aussi beaucoup de manœuvres. Oui.
On s'attend à faire ce genre de travail. Maintenant, les personnels sont très volontaires aussi pour ce genre de travail parce qu'ils se sentent concernés. Ils ont leurs familles aussi qui sont sinistrées. Donc il n'y a pas aucun souci de ce côté-là. Les Diamantinois apprécieront, EDF aussi. Car le rétablissement de ces lignes de 23 000 volts est un préalable à toute intervention dans les quartiers. Nous allons ensuite décomposer la Martinique, si je puis dire, en différents chantiers, de manière à pouvoir réparer le plus rapidement que possible tous les tronçons de 20 000 volts qui ne sont pas opérationnels. Et puis en même temps, de façon simultanée, tronçon par tronçon, on va ensuite aussi réalimenter la basse tension, de manière à ce que les clients soient alimentés. Car partout où la moyenne tension arrive sans encombre, les équipes peuvent enfin s'attaquer aux réparations près de chez vous. Ce soir, le quartier Espérance à Fort-de-France, par exemple, sera réalimenté. Ses habitants sont les premiers surpris. Sincèrement, oui. Parce que, bon, c'est qu'en Martinique, il y a d'autres quartiers qui sont encore un peu dans le noir depuis jeudi, en fait, depuis la catastrophe. Donc en une journée, je pense qu'on n'a pas à se plaindre. Donc je pense que tout le quartier est content. Vous avez vu mes voisins, donc c'est super. Ce soir, presque un foyer sur deux est rétabli. Mais dans toute l'île, la distribution d'eau souffre également beaucoup de l'absence d'électricité. Le réseau lui-même n'a pas été énormément touché. Les équipes sont en train de réparer toutes les petites casses, les petites interventions qui nous ont été signalées. Mais maintenant, comme vous le voyez, par exemple, cette usine-là est arrêtée. On attend le retour du courant. La présence de groupes électrogènes sur les stations ne suffit pas. Du nord au sud, ce sont souvent à la base les systèmes de captation d'eau en rivière qui sont en panne de courant. EDF a pour mission prioritaire de rétablir ces zones. Paradoxalement, les dégâts les plus visibles comme ici à la station de Didier ne sont pas forcément les plus graves. Le hangar qui a atterri dans ces bassins n'empêche pas totalement la production. Mais là encore, les hommes auront bien du travail. Côté téléphone, à présent, le réseau des portables rentre dans l'ordre petit à petit dans le centre, mais de gros problèmes sont toujours signalés dans le sud et le nord. Pour le téléphone fixe, 15 centres sont hors service. Des techniciens de renfort sont attendus de France lundi. Depuis vendredi, le travail des équipes techniques et des particuliers a permis de déblayer le maximum de routes en un minimum de temps. Tout le monde s'y est mis. Au service technique du Conseil régional, par exemple, l'ancienne DDE, 88 personnes étaient mobilisées. Cela a permis de rétablir cet après-midi les 2 dernières routes nationales qui étaient encore coupées. La RN8 entre Rivière-Pilote et Marin, mais aussi la route de la Trace au niveau de la Médaille. Pour cette dernière, les services techniques de la région ont reçu le soutien du RSMA et de la sécurité civile. Il y avait du travail, comme ont pu le constater Jean-Luc Paul Joseph et Éric Tank. L'opération déblaiement de la Trace, le régiment du service militaire adapté l'a maintes fois réalisée. Chaque fois que des intempéries ont bouleversé l'environnement sensible de cette route, tracée au cœur de la dense forêt martiniquaise. Les arbres, arrachés par le vent, la terre argileuse battue par les pluies se retrouvent alors sur le bitume. Cette fois, les militaires ont été renforcés par une unité de la sécurité civile venue de Nogent-sur-Marne. Car du quartier La Médaille, territoire de Fort-de-France, à la croisée de Deux Choux aux portes du Morne-Rouge, la route a été coupée en de très nombreuses portions. Ici par un arbre déraciné, là par un amas de bambou ou une coulée de boue. Nous avons donc dû faire quelques 4 km à pied pour constater les dégâts et rencontrer parfois un agressif usager inhabituel de la route. Pourtant, dès le début de l'après-midi, la route de la Trace était rouverte, grâce à la diligence de tous les intervenants, agents de la DDE comme des habitants des quartiers. Ainsi, tous les amoureux de la nature pourront désormais profiter sans mauvaise rencontre des senteurs et des paysages agréables de la Trace, ou comme cette famille de Saint-Joseph privée d'eau potable, de l'eau fraîche de la rivière. Notre reporter Jean-Luc Paul Joseph a par ailleurs été attaqué par ce serpent, donc prudence. Ajoutons que si la route est ouverte, elle reste dangereuse. La région demande donc la plus extrême prudence sur cette route et notamment d'éviter de l'utiliser de nuit. Dans le Grand Nord, toutes les routes sont également rouvertes, même s'il faut la plupart du temps circuler sur une seule voie. La région a apparemment moins souffert que le sud, mais il n'y a pas d'eau et pas de courant. La population pourtant ne se laisse pas abattre. Dominique Legros, Olivier Nicolas Diduclos. Ces feuilles de tôle sont la toiture de la maison des 10 balles. Habitants du quartier des Mares à Basse-Pointe, ils font partie des quelques rares personnes de l'extrême nord qui n'ont pas eu de chance.
Rien de surprenant, cette maison a visiblement été bâtie au petit bonheur la chance. À l'intérieur de la maison, plus rien n'est utilisable. Ce qui reste du faux plafond est gonflé par l'humidité ou encore à ciel ouvert. En clair, ce foyer est inhabitable. Après le constat des adjoints au maire, le jour de la catastrophe, Madame Dibal attend toujours un secours. Qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que je suppose que c'est une dame qui n'a pas aussi beaucoup d'argent, qui ne va pas pouvoir entreprendre de... Enfin, je lui conseille de faire à l'assistance sociale pour voir comment ça va se dérouler. Mais pour le moment, on ne peut rien savoir encore. On attend que ça se calme un peu pour voir. À Makouba, on n'a ni électricité ni eau, mais on ne perd pas le nord. C'est tout naturellement que quelques familles revivent des scènes d'une époque révolue. La rivière Makouba est alors réquisitionnée pour le bain, la lessive et la vaisselle. Eh bien, pour moi, ils n'ont rien fait pour moi. Ils ne sont pas passés chez moi, ils n'ont rien fait pour moi. Je ne les ai pas vus jusqu'à maintenant. C'est la rivière qui me sauve aujourd'hui, alors je suis en train de me laver dans la rivière du Makouba. Mais ce n'est pas là comme ils m'ont envoyé, je suis venu moi-même. Ces femmes sont révoltées. Même si leur demeure n'a subi aucun dommage, elles attendent toujours que la municipalité daigne jeter un regard sur leur situation. Est-ce que la municipalité travaille dans? C'est lui qui pour et finir les administrer, puis c'est ça un événement qui fait. C'est pas nous qui pour aller monter, puis c'est plus fait. Puisque depuis mardi ou mercredi, mon frère préfère des édicts pour y faire, pour y mettre à la disposition des administrés. Donc c'est pas fait, c'est pas redire, mon caille montagne. À Grand-Rivière, rien à signaler. Hormis la toiture du marché, les habitations ont en grande majorité résisté à la puissance de Dine. Dans le Grand Nord, c'est surtout la végétation qui a subi un énorme choc. Des arbres arrachés, déracinés, ornent la nationale. Depuis hier, une trentaine de pompiers venus expressément des Alpes-Maritimes travaillent d'arrache-pied pour déblayer le terrain au plus vite. Invité de ce journal, le président du Conseil général, Claude Lys, bonsoir. Bonsoir. Alors on l'a vu dans ces différents reportages, tout le monde est au travail, la population elle-même, mais bien sûr les agents de la région, le RSMA, la sécurité civile, les pompiers, les municipalités aussi, même si bon, il y a forcément des retards. Je suppose que pour le Conseil général, c'est pareil, vos agents sont à pied d'œuvre. Bien sûr. Déjà un peu avant l'événement, dès qu'on a été en phase d'alerte, j'ai déclenché un plan que nous appelons le plan PIST, le plan d'intervention de nos services techniques, ce qui veut dire que nous avons eu en permanence environ 75 agents mobilisés et c'est ce qui nous a permis très vite, après l'événement, d'ouvrir progressivement les routes départementales. Il y en avait une soixantaine en difficulté, bloquées, et à l'heure actuelle, il n'en reste plus que 2. Bien entendu, il y a des segments. Alors, c'est la route de Bellefontaine-Verrier et puis celle de Font-Saint-Denis-Saint-Pierre. Les autres sont donc ouvertes, même si certains segments sont évidemment à demi-chaussée. Mais c'est un travail considérable qui a été fait. Nous avons pu mobiliser environ 35 entreprises qui travaillent donc en permanence pour continuer à améliorer ce réseau routier départemental qui est de 630 km. Et ça 2 jours seulement après le cyclone, quand même. Et oui. Donc c'est un travail considérable qui a été déjà effectué par nos services techniques et je dois saluer leur action qui est très importante et qui est indispensable, bien entendu. Alors, autre bonne nouvelle, l'usine de Vevey dont vous avez la charge qui alimente en eau potable fonctionne à nouveau. Alors, l'usine de Vevey, mais qui, il faut le souligner, ne fournit que le tiers de l'eau potable. Alors, nous fournissons l'eau, mais nous ne véhiculons pas l'eau. Nous produisons l'eau. Et ensuite, bien entendu, tout dépend du réseau qui transporte cette eau. Vous savez qu'il y a de multiples dégâts, ce qui fait que malgré la demande que j'ai faite, depuis qu'on a rétabli hier, il y a eu une suspension bien sûr pour sécuriser l'usine, tout a été rétabli hier midi. Nous avons quasiment doublé la production, elle est de 1600 mètres cubes heure. Et par conséquent, c'est très important. Mais malgré cette augmentation, ça ne va pas forcément se traduire chez tout le monde, puisque tout dépend
réseaux, bien entendu. Tout à fait, des réseaux supplémentaires. Alors, autre question, puisque vous avez les services sociaux, donc l'aide sociale, pour l'instant, officiellement, on a entre 100 et 200 sinistrés, mais bien sûr, toutes les remontées d'informations ne sont pas terminées. Qu'est-ce que vous allez faire pour eux? Alors, bien sûr, nous avons déjà des travailleurs sociaux à pied d'œuvre. D'ailleurs, certains sont allés spontanément vers leurs clients habituels, les personnes en difficulté. Certains se sont mis à disposition des antennes d'urgence, mais je suis en train d'organiser la mobilisation générale. Et demain, je convoque une réunion à 10 heures au centre administratif du Conseil général. D'ailleurs, si vous permettez, je lance un appel à toutes nos assistantes sociales, à tous nos travailleurs sociaux, parce qu'on a du mal à joindre beaucoup. Les gens, bien sûr. C'est la leçon à tirer. Les portables, ça ne fonctionne pas toujours. Donc, je leur demande de rejoindre leur circonscription et je demande aux responsables de circonscription de se mettre à disposition de leur direction générale adjointe, de manière à ce que nous organisions bien sûr ces services pour qu'on ait un maximum d'efficacité et nous allons bien sûr participer à la réunion que le ministre a demandé et qui doit se tenir sous la présidence de Monsieur le Préfet demain à 16 heures. Très bien. Monsieur le Président, une dernière question. En tant qu'homme politique, qu'est-ce que vous inspire le passage de cet ouragan et la réaction de la population après le passage de l'ouragan? D'abord, j'ai le sentiment, mais le ministre l'a souligné, que les Martiniquais ont été d'une très grande discipline, ce qui a certainement limité les problèmes et les pertes humaines, même si on doit déplorer quand même au moins trois personnes directement ou indirectement victimes. Mais on peut dire, vu la violence de l'événement, que ça aurait pu être pire. Il y a eu de la discipline, beaucoup de dignité. Vraiment, et j'ai parcouru des quartiers, j'ai vu des gens dans des situations épouvantables, et même si on a de temps en temps des personnes qui sont un peu énervées d'attendre, et on les comprend, la plupart se montrent d'une grande patience, et je dois noter cette contribution de la majorité à la restauration, à la mise en état de tout ce qui est à l'heure actuelle perturbé. Alors bien sûr, je veux assurer toute la population de la solidarité du Conseil général et dire à tous ceux qui attendent une aide sociale que nos travailleurs sociaux vont se mettre en œuvre et très rapidement, j'espère, débloquer aussi un effort financier particulier du Conseil général à côté de l'effort de l'État que nous attendons, bien sûr. Claude Lee, je vous remercie d'avoir participé à ce journal. Dans les quartiers, les services techniques ne sont pas seuls au travail. La population elle-même, en effet, s'occupe de nettoyer les routes pour revenir au plus vite à une vie normale. La solidarité joue à plein. Nos équipes ne cessent de le constater. Exemple à Fort-de-France, Pauline Lasnig, Michel Joseph. 3 jours après le passage de Dean, les actes d'entraide n'ont pas faibli. Une solidarité générale où tout le monde met la main à la pâte s'est installée. Exemple, les habitants du quartier d'Abadi, qui, comme de nombreux sur l'île, s'affairent entre amis et voisins à remettre de l'ordre dans les lieux de vie communs. Ce matin, nous avons eu l'agréable surprise d'avoir quelques voisins qui ont vu l'état de la végétation. Et comme ça, encombrer un peu le coin, donc ils sont venus nous donner un coup de main. Généreusement, ils sont arrivés avec coutelas et tout le matériel qui est adéquat pour pouvoir procéder au nettoyage. À la ZAC de Châteauboeuf, c'est les jeunes qui ont décidé d'agir. On a décidé de le faire ce matin, on était 2, après tous les autres sont venus. Et les voisins, les gens qui avaient l'habitude de nous regarder d'un œil, ils nous voient autrement aussi. Parce que parfois aussi c'est vrai qu'on est jeune, mais on n'a pas de centre culturel, on se retrouve dans la rue, on fait un petit peu de bruit, ça dérange un peu, c'est pas méchant, mais ça dérange quand même. Aujourd'hui, ils voient qu'on fait un petit peu de bruit, mais c'est pour faire quelque chose de bien, quoi. Dean aura au moins eu l'effet positif de renforcer les liens de solidarité entre les habitants et de faire oublier, pendant un temps, les différends. Des sapeurs-pompiers guadeloupéens en renfort. Arrivés hier soir, ils viennent donner un coup de main aux pompiers de Martinique qui portent secours aux sinistrés et évacuent les branchages. Ce matin, une partie de l'équipe intervenait dans le centre-bourg du Lamentin. Édouard Estripo, André Kiankian. Là maintenant, nous avons les groupes, les élus, les responsables techniques. Maintenant, les véhicules, on embarque et on y va. La solidarité ne sera jamais un vain mot entre les îles Sœurs. À peine 72 heures après le passage de l'ouragan Dean, les sapeurs-pompiers de la Guadeloupe sont déjà venus prêter main forte à ceux de la Martinique. Partout sur le territoire, les stigmates de la catastrophe sont encore visibles et la tâche des hommes du feu est loin d'être aisée.
Ici, au Lamentin, dans le centre-bourg, c'est la toiture de cette maison qui s'est envolée. Services techniques de la ville du Lamentin, militaires et sapeurs-pompiers s'activent afin de sécuriser et d'étanchéiser cette habitation, d'autant que celle-ci est habitée par une dame âgée de 80 ans. Elle apprécie sans doute cette intervention, mais elle est encore toute retournée par ce qu'elle a vécu. J'avais très peur, hein? Même bien que j'avais mon frère ici qui a dormi, mais j'avais très peur. Mais on a travaillé quand même. Et nous nous sommes mis dans le couloir, à deux comme ça, pour laisser l'eau passer. Et j'ai déjà vu deux cyclones, Edith et Bella, oui, mais qui n'étaient pas aussi forts. Hein. La mission des 60 hommes qui composent la délégation des sapeurs-pompiers guadeloupéens est prévue pour durer une semaine. Mais si les besoins l'exigent, elle sera prolongée. Et elle risque de l'être s'il faut en juger par le travail qu'il y a fait, entre autres, sur cette imprimerie installée dans l'une des plus anciennes maisons du bourg. La priorité, la sécurité des passants et des riverains. Sur le cœur de la ville elle-même, nous ne pensions pas que le passage de l'ouragan aurait pu provoquer des dégâts aussi importants. Le constat est terrible, maintenant la vie doit reprendre ses droits et comme la solidarité lamantinoise a vraiment joué, nous continuons sur ce même élan pour faire en sorte que dès lundi matin, les choses puissent, si on peut s'exprimer ainsi, revenir à la normale. Chaque fois que nous avons eu besoin de renfort, on a pu compter sur nos collègues de la Martinique. Je pense notamment aux cyclones comme Louis, où on a eu une délégation très active sur Saint-Martin. La moitié de l'effectif des sapeurs-pompiers de la Guadeloupe œuvre également dans le sud de l'île, partie la plus sinistrée du territoire. Les conséquences du passage de Dean sur l'économie risquent de se faire sentir longtemps. L'industrie de la banane, qui emploie des dizaines de milliers de personnes, est complètement détruite. Les structures touristiques ont également souffert et souffrent encore à cause du manque d'eau et d'électricité. Exemple, au Robert, au quartier Verpré, Stéphanie Octavia, Thierry Porchel. Le congélateur, ça pue déjà. Ah ouais, Cécile est venue constater les dégâts occasionnés par l'ouragan chez son fils, quartier Berthoud au Robert. Un quartier privé d'électricité, comme 95% des foyers de la commune. Depuis jeudi soir, congélateurs et réfrigérateurs sont ici à température ambiante. La reine, enfin, les viandes ont été gâtés et tout, je n'ai rien de bon à la maison. Comment vous faites pour manger alors? Vous mangez quoi? On a mangé des fruits après avec de la mouche. Au Robert, les coupures d'électricité sont dues le plus souvent aux chutes d'arbres qui ont sectionné les câbles électriques situés à proximité, avec de nombreuses conséquences pour les particuliers. L'aquarium, les poissons sont morts parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, on ne peut rien faire. Bon, sa baie vitre a été cassée, vous voyez la bouche d'eau s'est logée sur le divan et des verres de bouteilles partout étaient inondés. Et il n'est même pas en Martinique. Quartier Moulin à Vent au Robert. Cette famille travaille d'arrache-pied pour déblayer le jardin, zone la plus touchée par l'ouragan. Ce jardin était le point fort des gîtes ruraux qu'il propose aux touristes. 3 bungalows qui affichent complet actuellement. Pourtant, ici comme à Berthoud, pas d'eau, pas d'électricité et pas de téléphone. Là, on leur a donné des bougies, des lampes à pétrole, parce que je suis une amoureuse du pétrole, donc j'ai distribué des lampes à pétrole à tout le monde. Donc pour l'instant, ça va, mais ce qu'on voudrait, c'est que ça ne dure pas quand même trop longtemps, parce que nous avons des gens qui restent encore une semaine de vacances. On voudrait au moins, s'ils n'ont pas beaucoup de soleil, qu'ils aient au moins de quoi se laver, et qu'ils n'aient pas de trop mauvais souvenirs, hein, tout de même de chez. Des locataires qui ont développé un système D, ils passent leur journée à l'extérieur et rentrent au moment du coucher. De cette façon, ils évitent de trop subir l'inconfort de la situation. Les églises de la Martinique n'ont pas été épargnées. Celle du Marin en particulier a vu sa toiture détruite. Elle n'est plus utilisable. Les églises de Redoute, Sainte-Anne et Morne-Rouge ont subi des dégâts plus mineurs. Le point maintenant sur la météo. Une rumeur de nouvel ouragan a conduit de nombreuses personnes à se précipiter dans les supermarchés et les stations d'essence. Mais cette rumeur est fausse. Nous ne sommes pas menacés par un nouvel ouragan. Nous ne sommes pas en alerte orange. Ce qui attend dès lundi soir, c'est de la pluie. Jean-Noël Desgrasses, le directeur du centre météo du Lamentin, était notre invité dans l'édition spéciale de 13h. On l'écoute.
Débordé à notre centre météo d'appels, qui sont des appels basés sur des rumeurs ou sur de l'information qui date d'il y a trop longtemps. Première chose, l'ouragan Dean s'éloigne, ça c'est sûr. Le suivant dans la liste alphabétique, c'est Erin, mais Erin n'est pas le suivant pour les Antilles. Erin est un cyclone qui a eu lieu dans le golfe du Mexique, qui est déjà passé, c'est fini. Donc il n'y a pas de Erin qui suit Dean pour les Antilles. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, nous ne sommes pas du tout en vigilance orange. Ça c'est un problème souvent d'internet, de gens qui n'arrivent pas à rafraîchir leur cache de navigateur internet et qui tombent sur des bulletins anciens. Donc nous ne sommes pas du tout en vigilance orange. Ce qui nous attend, c'est vrai qu'on est toujours dans une période d'activité sur l'Atlantique. On attend deux grosses ondes tropicales, une entre lundi soir et mardi. Grosse onde tropicale, ça veut dire, oui, des fortes pluies passagères, quelques orages, quelques rafales. Ça peut être à la limite de la dépression tropicale, mais ça n'a absolument rien à voir. Mais rien à voir avec ce qu'on a connu. Donc c'est pas des vents de 150 km/h, c'est pas des vagues de 10 mètres, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une grosse onde tropicale de saison. À Marie-Galante, le cyclone Dean restera surtout dans les mémoires comme un phénomène maritime, avec une mer déchaînée. Des creux de 7 mètres ont été relevés. Aux Saintes, toute une partie du littoral a disparu. Le reportage à Terre de Haut de Eric Stinkfling. Vendredi 17 août, il est 8h30. Nous sommes dans le sud de Terre de Haut, l'endroit le plus exposé par rapport à la trajectoire du cyclone. La plage de Grand'Anse a littéralement disparu. Au large, les creux dépassent les 6 mètres. La mer, c'est plus léger que pour elle, c'est pas comme ça, il faut. Ah non, pour la mer, il n'y a pas beaucoup de vent, et la mer est vraiment déchaînée. Tu as vu ça auparavant? J'avais 8 ans. Ah oui, et maintenant j'ai 50 ans. L'aérodrome tout proche a également été touché, la mer est montée sur une partie de la piste. Dans le bourg, pourtant mieux protégé, la mer est également montée par endroits sur la route, mais les dégâts sont légers. Dans la baie, les mouillages et les amarres ont tenu, de quoi rassurer les bateaux qui avaient choisi de venir se réfugier à Terre de Haut, à l'instar de l'Archipel 1, un navire normalement positionné entre Saint-François et Désirade. Comment était la nuit? Ça nous portait, et à mon avis, ça peut commencer. Là, on va être obligé de renforcer un peu les dossiers parce qu'ils ont prévu encore, je pense, qu'on renforce dans une matinée, il y avait un petit 11h. Espérons que on va rester là, on va essayer de rester là. C'est pas évident. Et le capitaine de l'Archipel 1 ne sera pas le seul à renforcer ses amarres, à l'image de ce Saintois qui n'a pas hésité à se jeter à l'eau afin d'aller vérifier le mouillage de son calotte. Pour la petite histoire, sachez que tout a tenu et que l'homme est remonté à terre, sain et sauf. L'ouragan Dean est maintenant un cyclone de catégorie 4 avec des vents de 230 km/h. Il pourrait se renforcer en catégorie 5. C'est la plus élevée des valeurs sur l'échelle de mesure. Sa partie nord est passée sur Haïti. 4 personnes ont été tuées, des dizaines de maisons ont été détruites et plusieurs milliers de personnes ont été évacuées par les équipes de secours de la Croix-Rouge haïtienne et des cellules d'intervention de la protection civile, des chiffres qui sont toujours provisoires. Dean est maintenant sur la Jamaïque. La population s'est préparée du mieux possible, mais on craint des dégâts considérables dans ce pays. Des informations avec la cellule Caraïbe dès que nous les recevons dans les prochaines éditions. C'est la fin de cette édition spéciale. Demain, vous avez rendez-vous à 19h avec Maurice Nagou. En radio, les informations continuent. Restez avec nous. Merci, bonsoir.